Claude, quelle est la place de l'individu du coup dans le collectif? Alors, non, mais non, j'aurais plutôt... Parce que ce que j'ai entendu hier, ça se rapportait toujours à l'individu. C'est-à-dire, on disait, voilà comment fonctionne l'individu, voilà comment il souffre, voilà comment il vit, voilà quel est son positionnement. Et effectivement, moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est de savoir comment, en associant les gens, on allait effectivement les rendre plus utiles les uns aux autres. Et que l'enrichissement, au lieu d'être un enrichissement individuel, va devenir un enrichissement collectif. Alors, quand je dis ça, ça paraît complexe à tout le monde, parce que depuis qu'on est petit, on nous a dit qu'il fallait être les premiers. Alors, c'était bien exprimé hier, c'est que la nature du premier, c'est qu'il est seul, et ça veut dire que tous les autres vont échouer. Donc on génère effectivement des populations de gens en échec, parce que cette quête du premier est complètement illusoire. Donc pour autant, on nous a expliqué qu'il fallait être les premiers, on nous a expliqué qu'il fallait effectivement se méfier des autres, parce que tout compte fait, tout le monde est adversaire. Même celui qui joue dans votre équipe avec le même maillot que vous, tout compte fait, c'est votre adversaire. Puisqu'on a décidé en haut lieu que la seule façon pour élever les gens, c'était de générer de la concurrence. Alors, vous savez ce que c'est? La concurrence existe à l'école, puisqu'on fait un classement. C'est qu'on va mettre les gens en concurrence et on va les classifier. La concurrence existe au travail, puisque quand même au travail, on vous dit, vous êtes tous dans la même équipe, mais seuls les 2 premiers seront récompensés à la fin de la course. Donc cette concurrence fait que, tout compte fait, le gars qui est assis à côté de moi au bureau, c'est aussi mon adversaire, puisque s'il mange la prime, ça veut dire que moi, je ne la mangerai pas. Donc tout ça fait que, aujourd'hui que je suis devenu, a priori, un expert de l'équipe, et que le monde de l'entreprise me sollicite beaucoup pour savoir comment je pourrais les aider à construire leur équipe. Et en gros, ils me disent souvent, voilà, nous aussi, on a de bons joueurs, mais on n'arrive pas à avoir de bonnes équipes. Donc, est-ce que vous pouvez nous aider à construire l'équipe de notre société? Et très souvent, je leur dis, mais il n'y aura jamais d'équipe dans votre société. Parce que les bases mêmes de l'organisation du travail chez vous ne sont pas faites et ne plaident pas pour la dimension collective. Donc, imaginez, vous êtes tous, ou vous le serez, des managers conséquents, avec des équipes, voire de nombreuses équipes en dessous de vous. Quelle est la problématique d'une équipe? Pourquoi les gens vont s'associer? Puisque je vous le dis depuis le départ, ce n'est pas naturel de s'associer. Enfin, ça l'était peut-être à l'origine du monde, hein, puisque les gens avaient quand même tendance à vouloir vivre en communauté, en groupe, en tribu. Et on n'avait pas forcément envie d'avoir chacun son trou et chacun son arbre. On essayait de... Parce qu'effectivement, la notion de communauté, c'était aussi une façon de se protéger. Peut-être de sentir qu'ensemble, on était moins à la merci des dangers. Donc, ce groupe qu'on va essayer de recomposer, il va falloir qu'on agisse sur les comportements habituels de chacun. C'est-à-dire passer de la méfiance à la confiance. Pourquoi va-t-on se faire confiance? Encore une fois, si on est sur des bases traditionnelles de récompense individuelle, il n'y a aucun enjeu et aucun intérêt pour que je le fasse. Vous êtes dans une équipe de 10, vous avez 10 collaborateurs. Si vous leur expliquez qu'ils vont partir de la même ligne de départ un matin et que le soir, les 2 premiers seront récompensés, ces gens-là vont la faire, la course. Bien sûr, parce qu'ils y sont habitués. Sauf que mettez-vous à la place de celui qui, de jour en jour, se rend compte qu'il arrive tous les jours 6e, 7e, 8e, 9e, et qui comprend très vite qu'il ne sera jamais au rendez-vous de la récompense. Parce que cette récompense, de fait, elle est inaccessible pour lui. Que va-t-il faire? Vous pensez qu'il est bête pour continuer à courir à fond tous les jours? Non. Il va arrêter de courir vite et la seule, puisqu'il ne peut pas être dans le projet que vous lui proposez, mais qu'il ne peut pas faire autrement non plus, puisque c'est quand même la relation de dépendance qui existe avec lui et vous, il va donc, à partir de là, utiliser son énergie non plus pour agir et courir vite, mais il va l'utiliser pour se faufiler et ne pas se faire attraper. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, énormément de personnes dans les organisations au travail n'ont pour ambition que de se faufiler
pour ne pas mettre en évidence ou leur incompétence, ou leurs difficultés, ou leurs doutes. Et donc toute la journée, à chaque fois qu'ils rencontrent un chef, ils mettent le masque de celui qui va bien, et dès que le chef est parti, ils se relâchent, ils vont se planquer. Alors imaginez une vie de travail construite avec cette ambition quotidienne. Alors c'est pour ça que ça rejoint un peu ce que disait Anne, et vous voyez bien qu'on finit par penser qu'on doit motiver les gens avec qui on travaille. Mais quelle drôle d'idée. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les gens qui viennent travailler ne sont pas motivés. Alors ça quand même, imaginez-moi devoir motiver un de mes joueurs pour qu'il ait envie de gagner le match. Je dis quand même, si lui il n'a pas envie de gagner le match, alors qu'il passe la moitié de sa vie à s'entraîner pour le faire, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire, ou vite il faut le réorienter, qu'il devienne jardinier, ou je ne sais pas, peut-être. Mais d'évidence, il n'a plus rien à faire avec nous. Mais de la même façon, vous pensez que vous avez à motiver vos troupes. Parce qu'ils seraient tombés malades de la motivation. Alors ça, drôle de maladie. Et évidemment, si on avait trouvé le cachet de la motivation, celui qui pourrait guérir les gens, tous les matins, on leur donnerait le fameux cachet, et ils deviendraient joviaux et utiles au travail. Moi, je considère très souvent que tous les gens qui se sont engagés dans une forme d'action, dans une forme de travail, de mission qui leur a été confiée, au moins au début, avaient l'ambition de le réaliser parfaitement bien. Et ils espéraient être à la hauteur de ce travail qu'on leur proposait. Et quand le travail était moins intéressant, ils espéraient le réaliser bien, peut-être pour qu'on leur en propose un de plus intéressant. Mais tous, au départ, avaient l'ambition de réussir. Qu'est-ce qui fait que quelques semaines, quelques mois, quelques années plus tard, cette ambition ne soit plus au rendez-vous? Eh bien, plutôt que de penser que c'est lui qui est tombé malade, essayez d'analyser et de comprendre comment vos organisations, comment le quotidien que vous leur proposez va peu à peu dégrader et aller jusqu'à anéantir cette mobilisation, cet investissement, cette envie de réussir. Donc je pense que la plupart du temps, nous sommes responsables des problématiques de motivation de nos... Alors effectivement, la bonne conscience, c'est de se dire, on va essayer de les remotiver. Moi, j'aurais tendance à vous dire, commencer à être plus bienveillant, commencer à identifier que des gens qui vivent bien ensemble vont pouvoir mieux réaliser ensemble. Et à partir de là, vous allez effectivement donner du sens à ce qu'est la valeur de l'équipe, donner du sens à ce qu'est le projet collectif. Vous allez effectivement faire que des gens qui jusque-là craignaient les autres vont petit à petit se rendre compte que les autres ne sont pas un problème, mais peuvent très vite devenir des solutions, peuvent très vite devenir des gens qui vont t'apporter des choses que tu n'avais pas encore perçues, donc vont t'enrichir d'une certaine façon. Donc je crois que la vraie dimension de l'équipe, c'est celle-là. Et tout le monde, au départ, pense qu'en mettant en commun, c'est la meilleure façon de perdre sa mise. Parce que les autres ne sont pas à la hauteur, parce que les autres vont tricher, parce que l'autre... Et donc, comme on ne se fait pas confiance, on ne veut absolument pas entendre parler de cette mise en commun. La mise en commun, moi j'ai réussi d'année en année à la réaliser avec mes joueurs, c'était de dire, mais je suis parti de quelque chose de très simple. Je me suis dit, écoutez, tout simplement, pour gagner tous ces titres, je pensais que je n'étais pas assez malin pour avoir toujours les bonnes idées qui allaient permettre de réaliser ces performances. Et je pensais par contre qu'on était une trentaine, et que si les 30 s'associaient et partageaient les idées, l'idée qu'on allait pouvoir mettre en œuvre et celle qu'on allait utiliser serait sûrement de bien meilleure qualité que celle que j'aurais eue seul. Et donc à partir de là, les autres me sont devenus indispensables, ce qui ne m'empêchait en aucun cas d'avoir du leadership, d'avoir de l'autorité, d'être capable d'arbitrer, de choisir, de décider. Mais par contre, j'avais mis en place un système où les autres étaient capables non pas uniquement d'obéissance, mais devaient être capables d'intelligence et devaient petit à petit amender, nourrir le projet, le transformer, le faire évoluer.
Et en permanence, on était dans des zones d'échange pour bien comprendre quelle était l'évolution nécessaire. Mais pas l'évolution nécessaire pour le chef, l'évolution nécessaire, celle qui paraissait nécessaire au plus grand nombre. Ce qui veut dire qu'on passait petit à petit du projet du chef, du projet du patron, au projet de l'équipe. Et à partir de là, le projet de l'équipe, c'est quoi? C'est un endroit où on se dit, je mise. On met tout dans une bassine et tout le monde va miser dans cette bassine. Et à partir de là, tout ce qu'on aura mis en commun doit nous permettre de réaliser les performances recherchées. Et le pari que j'ai pris avec eux, c'était de leur dire, écoutez, à mon avis, si on met tout en commun, on va aller vers des niveaux de performance qui seront bien supérieurs aux performances que l'on aurait pu réaliser traditionnellement. Et donc, on peut également imaginer que le niveau de récompense sera aussi bien supérieur à ce qu'il aurait été. Et donc, tout compte fait, en décidant de mettre en commun, le niveau de récompense que chacun pourra recevoir sera bien supérieur à ce qu'il aurait réussi seul. Donc, ce n'était absolument pas une mise en commun par générosité ou par gentillesse, c'était une mise en commun par intérêt partagé. Même si tu ne penses qu'à toi, ce que tu obtiendras avec les autres sera sûrement plus conséquent que ce que tu aurais pu obtenir seul. Donc ça a vraiment été la base même de notre travail. Et effectivement, les gens ont commencé à se parler, ont commencé à s'associer, ont commencé à collaborer, des formes de loyauté, c'est-à-dire à partir du moment où on travaille ensemble, on met en commun, on n'a pas le droit de trahir. Donc d'une certaine façon, on reste positionné même quand les choses deviennent compliquées. Et imaginez, bon, l'édifice est un peu grand, mais vous êtes dans une pièce, et cette pièce, il y a une tempête, et puis ça commence à trembler un peu autour. Quelle est la première réaction des gens? C'est effectivement de courir vers les issues de secours pour s'échapper. Sauf que lorsque cet édifice est tout compte fait votre projet commun, quand c'est votre projet commun, vous savez que l'échec de ce projet sera l'échec de tous, puisque vous avez participé à le construire. Alors que dans une situation obéissante pure, c'est-à-dire lorsque vous vous contentez de faire ce que l'on vous dit de faire, vous n'êtes pas dans votre projet. Vous êtes dans le projet de ceux qui décident. Et donc ce projet-là n'est pas le vôtre. Donc, en cas d'échec, on ne pourra pas vous attribuer cet échec-là. Le nombre de gens qui disent « mais moi j'y suis pour rien, moi j'ai fait ce qu'on me disait de faire, si ça ne marche pas, allez voir les gens qui nous donnent les ordres, c'est eux qui ont la responsabilité de la réussite ou de l'échec. » Donc ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez associé les gens, vous les avez rendus dépendants les uns des autres, même en cas d'échec. Donc, puisqu'on sait qu'on va devoir assumer un échec, on va tout mettre en œuvre pour qu'il n'arrive pas. C'est-à-dire que là où l'autre, celui qui est obéissant, a déjà commencé à fuir, parce que tout compte fait, c'est pas sa maison, et si elle tombe, il s'en fout, on ne va pas mourir pour la maison du patron, il ne faut pas exagérer quand même. Par contre, pour la maison qu'on a construite avec les autres, on est capable de rester plus longtemps. Et on est capable de vraiment ne fuir qu'au moment où elle va vraiment tomber. Mais jusque-là, on aura tout mis en œuvre pour qu'elle ne tombe pas. On aura tout mis en œuvre et dans de nombreux cas, on voit les réussites, on voit les gens qui s'embrassent parce qu'on a gagné, mais le nombre de matchs, notamment le nombre de matchs décisifs que l'on a gagnés, justement parce qu'on arrivait au moment où le match devenait très difficile, très tendu, très inquiétant, on sentait souvent l'équipe adverse commencer à s'éparpiller et aller se cacher de peur de l'échec. Et nous, au contraire, notre équipe de gens habitués à collaborer, notre équipe se fédérait et devenait encore plus forte dans les moments de difficulté. Donc je crois que la vraie valeur de l'équipe, c'est ça. C'est-à-dire que puisqu'on a construit ensemble, on va être capable de défendre ce que l'on a construit ensemble. Et encore une fois, mes joueurs, au départ, avaient beaucoup plus d'opportunités pour se battre les uns contre les autres que véritablement pour s'associer. Je crois que l'association, encore une fois, et la collaboration devient un acte d'intérêt partagé.